Bonsoir à vous tous. Nous sommes donc ici au Sénat belge où différentes ONG de défense des mutilations génitales féminines se sont réunies pour discuter, pour lancer un appel de pétition, une pétition qui sera donc envoyée à l'Assemblée générale des Nations unies afin qu'ils puissent décider, afin qu'ils puissent trouver une résolution sur l'interdiction des mutilations génitales féminines dans le monde. Je remercie particulièrement Marlène Timmermans parce que depuis plus de 10 ans que je l'ai rencontrée avec LCLA, elle n'arrête pas. À Bruxelles, à Mombasa, toujours sur le même thème, la santé reproductive et le droit à la santé, le droit à l'intégrité physique et morale de ces femmes. Madame la Première Dame, c'est notre infatigable pionnière qui nous donne tous de l'énergie tous les jours. Je pense que quelque part sans elle, nous ne serions pas là. Cette campagne, il y a 3 ans, quand avec Emma Bonino, elle l'a mis sur pied avec toute l'équipe de l'OPIS, du Parti radical, transnational et transparti. C'est vrai, je ne pensais pas qu'on en arriverait là en 2012. Je pensais, c'est vrai, en 2011 que cette résolution passerait. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Cette résolution, j'espère que cette année, elle sortira des Nations Unies. Et j'en suis certaine parce que en juillet 2011, tous les présidents africains, tous les ambassadeurs africains s'y ont mis et ont donné leur accord et ont réfléchi ensemble sur ce que c'était cette résolution. Cette résolution n'est pas juste un papier et nous ferons tout pour que cette résolution soit appliquée le jour où il sera adopté. Cette résolution, c'est l'avenir de millions de petites filles et de femmes qui souffrent dans ce monde, qui souffrent de discrimination, d'humiliation dégradante de ces pratiques. Je reviens du Sénégal où je pensais que ça diminue. C'est vrai que ça diminue, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de gens ont travaillé sur ce sujet, tout le monde ici présent. Il y a des personnes particulièrement, si je cite une personne, je vais faire des conneries, donc je ne cite personne. C'est vrai, parce que je ne veux que personne se fâche. Cette résolution sera une force pour nous et un rempart énorme pour nous au niveau de notre lutte. Ce sera l'engagement des gouvernements entiers, dans le monde entier. Il n'y aura plus d'Afrique, d'Asie, ni d'autres continents. Tout le monde. Parce que les mutilations ne concernent pas seulement l'Afrique, mais concernent le monde entier. Et je pense que cette résolution, quand il sera là, quand elle sera là, il ne faudra pas baisser les bras. C'est à ce moment-là. Et j'espère et demander à l'organisation AWEPA de tout faire pour que les parlementaires africains et européens, surtout africains, comprennent l'importance de cette résolution et l'importance de mettre en œuvre cette résolution sur le terrain. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous d'être venus. Et j'espère que ce lobbying qui est commencé à Bruxelles, parce que cette campagne a commencé en 2002 au Parlement européen ici à Bruxelles. Et vous étiez là, Madame Obiara. Merci. Et j'espère que cette campagne ne finira pas comme ça. Elle fera le tour de l'Europe, parce que pour le moment, elle a fait une partie de l'Afrique et qu'elle continuera à faire de toute l'Afrique. Mettons toute notre énergie sur cette lobbying pour que cette résolution passe sans une virgule qui change et qu'on dit que c'est la violation flagrante des droits humains
Il y a la culture, il y a les traditions, mais une culture et tradition comme ça, nous n'en voulons plus et nous voulons qu'elles soient extraites de nos traditions et de nos cultures. Merci à tous et bonne journée. Plusieurs personnalités belges comme africaines vont participer et intervenir à cette conférence, entre autres Madame Gisèle Mandaïla, qui est membre du Parlement régional de Bruxelles. Madame Mandaïla était en 2004 nommée secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées pour le gouvernement Verhofstadt II et elle est actuellement membre du Parlement de la région bruxelloise. Madame Gisèle, vous avez la parole. Madame la Première Dame du Burkina Faso, Madame la Présidente du Sénat, Madame la Vice-Présidente du Sénat italien, Madame la Vice-Présidente du Parlement européen, Monsieur le Secrétaire Général de NPWJ, Monsieur le Conseiller aux Relations Extérieures de la UNFPA, Madame la Présidente du Comité interafricain, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour avoir organisé cette rencontre qui nous permet une fois de plus de parler de mutilation génitale féminine. Je voudrais remercier les associations qui luttent contre le GAMS, la Palabre, et surtout je voudrais remercier particulièrement une personne qui m'a fait connaître la problématique des mutilations génitales féminines, une activiste, une combattante, une battante, et qui, malgré les problèmes de santé, ne cesse de sillonner le monde pour pouvoir parler de mutilation génitale féminine. Je parle donc de Madame Kadi Koïta. Merci Kadi. Les MGF, on le sait, sont des interventions qui altèrent ou laissent intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales. Je pense qu'il faut le rappeler. Ces pratiques barbares ne présentent aucun avantage pour la santé des jeunes filles et des femmes. Elles provoquent au contraire des graves hémorragies, des problèmes urinaires, des complications lors de l'accouchement et accroît les risques de décès du nouveau-né. Si on parle plus facilement du nombre de personnes excisées ou susceptibles de l'être dans le monde, on omet souvent de parler du nombre de jeunes filles et de femmes qui souffrent des séquelles des MGF. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, environ 140 millions de jeunes filles et femmes souffrent des séquelles liées au MGF. Les mutilations, contrairement à ce qui est dit dans les pays où cela est pratiqué, est une violation de droits de jeunes filles et des femmes, mais surtout de l'enfant, puisque cela se pratique sur les mineurs. Si cette intervention est le plus souvent faite par des exciseuses traditionnelles, aujourd'hui, il est inadmissible et inacceptable de voir que plus de 18% des mutilations sont pratiquées par des soignants. C'est malheureusement une tendance qui est en augmentation, sous prétexte que cela se fait dans un cadre médicalisé avec l'hygiène nécessaire. Ces pratiques, mesdames et messieurs, même si c'est fait dans un hôpital, violent les droits à la santé et il faut le rappeler au personnel soignant. Les mutilations ne représentent aucun avantage pour la santé, même si pratiquées dans l'hôpital, et sont préjudiciables à bien des égards aux jeunes filles et femmes. Au contraire, elles comportent l'ablation des tissus génitaux normaux et sains, ou endommagés, ou endommagent ces tissus, entravant ainsi le fonctionnement naturel de l'organisme féminin. N'est-ce pas dégradant? Les douleurs violentes sont une forme de torture au quotidien pour ces femmes et ces jeunes filles. Et de ces faits, ces pratiques violent également le droit à l'intégrité physique, le droit d'être à l'abri de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mesdames et messieurs, lors de la Journée mondiale des femmes, nous avons eu à aborder la question des violences que vivent les femmes des Parlements. Ces violences ont plusieurs visages. Elles vont de la violence psychologique à la violence physique, en passant par d'autres types de violences, telles les violences institutionnelles et culturelles. À elles seules, les mutilations génitales féminines englobent toutes ces formes de violence. Bien que des grands efforts ont été entrepris depuis 1977 pour lutter contre ces fléaux, grâce à l'introduction des changements dans les politiques publiques, les MGF continuent à faire des ravages. En Belgique,
L'excision est interdite par une loi entrée en vigueur le 1er avril 2001. Et malgré cette interdiction, 8235 filles sont excisées ou à risque. Et je crains que si l'on devait faire une évaluation aujourd'hui, que ces chiffres soient revus à la hausse. Avec l'augmentation des migrants de l'Afrique de l'Ouest, où la prévalence de l'excision dans certains pays est parfois de plus de 90%, chez les femmes de 15 à 49 ans. En Belgique, nous avons des leviers, il faut les utiliser. Pour les familles établies en Belgique et partout en Europe, la pratique continue malheureusement, même si c'est dans des moindres proportions. On estime à plus de 1000 enfants de moins de 5 ans nés en Belgique susceptibles de subir une mutilation génitale féminine. Et selon l'étude de l'Observatoire du sida et des sexualités de 2010, même si toutes les femmes interrogées affirment leur opposition à l'excision de leurs filles, le système excision n'est pas nécessairement remis en question. Il est plutôt aménagé. À cause de la forte pression culturelle et des représentations qui les fondent, ainsi que le rôle et les statuts qu'ils produisent, et aussi par crainte de la loi et des sanctions encourues en Belgique, les familles changent la pratique en procédant par exemple à des excisions jugées moins mutilantes, comme si une excision pouvait être moins mutilante. Comment dès lors parler de l'égalité entre les hommes et les femmes lorsqu'on sait que les MGF provoquent en plus de troubles de la sexualité qui empêchent les filles et les femmes de jouir pleinement de leur sexualité? Je suis originaire de la RDC, un pays où les MGF ne se pratiquent pas. J'aurais pu me dire que ce n'est pas mon problème, car ni moi, ni mes sœurs, ni mes filles ne courent le risque d'être excisées un jour et tourner mon attention vers d'autres préoccupations. Mais non, non et encore non, parce que la lutte contre cette barbarie me concerne, parce que je suis tout d'abord une femme et je tiens à l'intégrité totale de la femme. Ensuite, parce que je suis contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et de l'être humain, tout simplement, et aussi par solidarité avec celles qui ne peuvent pas parler, les sans-voix. Cela vous concerne également, parce que je suis persuadée que nous sommes des hommes et des femmes épris du respect des droits de l'homme. C'est pour toutes ces raisons que j'ai tenu, en tant que secrétaire d'État aux familles, à ce que l'on intègre le MGF dans le plan d'action national de lutte contre les violences de 2004-2007. Et j'ai pu obtenir que les secrets professionnels puissent être levés pour des personnes confrontées à des cas de mutilation sexuelle. Et aujourd'hui, cela est inscrit dans les codes pénals en son article 458 bis. La lutte contre les MGF n'est plus une affaire d'Africains. Kadi l'a dit. Elle est et doit continuer à être une préoccupation mondiale. Et je me réjouis que la Commission de la condition de la femme du Conseil économique et social des Nations Unies ait adopté une décision demandant la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies d'examiner la question des MGF comme le point de l'ordre du jour. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important et vital de mobiliser les efforts politiques, diplomatiques et économiques afin d'interdire les MGF dans les pays où elles se pratiquent encore et aussi dans des pays où c'est susceptible d'être pratiqué. Et je vous remercie. En 2009, le Parlement francophone bruxellois a également adopté une résolution visant à multiplier les actions en vue de soutenir la lutte contre les MGF. De nombreux acteurs travaillent sur le terrain, se concertent et ont mis en place des stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et ce, pour analyser la situation et planifier des stratégies d'intervention pour les acteurs dans le domaine de la prévention et de la prise en charge. Actuellement, un groupe de travail travaille sur l'élaboration de protocoles permettant la détection de cas de MGF ou de fillettes qui sont à risque. En Belgique, les activistes, associations, institutions n'ont pas ménagé leurs efforts. Il y a bien sûr l'infatigable Kadi qui mène un combat sans relâche, sans trêve ni relâche, un lobbying à travers le monde qui sillonne les coins les plus reculés, les plus petits villages,